Chers fans de Formule 1, bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Retour au stand. Un nouveau débrief, celui du Grand Prix des Pays-Bas qui s'est tenu hier, ce dimanche 4 septembre à Zandvoort et qui a rendu son verdict, un verdict pas très original puisque c'est encore Max Verstappen qui s'est imposé. Quatrième succès consécutif et 30e victoire en carrière. Alors pour débriefer avec moi, l'inévitable Clément Bigois, mon acolyte de toujours. Bonsoir Clément, comment as-tu trouvé ce Grand Prix? Un Grand Prix qui était parti assez sur de mauvaises bases, un Grand Prix assez ennuyant, mais qui a su trouver quelques séquences assez rythmées en fin de Grand Prix avec notamment la safety car. Bonsoir à tous, bonsoir cher Quentin. Oui, c'est un Grand Prix qui est parti sur des bases très tranquilles, des bases assez monotones. On a vu un Grand Prix vraiment peu intéressant malgré la piste qui s'y prête, un beau tracé, une belle ambiance, une magnifique ambiance dans ces dunes de Zandvoort. Je trouve que c'est une piste qui est très propice aux qualifications. On a vu une belle séance le samedi, un peu moins pour le Grand Prix, même si on doit, encore une fois, dire que les Red Bull ont ultra maîtrisé ce week-end. Il y a toujours ce débat, la voiture est tellement performante, tellement au-dessus des autres qu'on ne peut pas faire grand-chose pour changer ce Grand Prix monotone. Voilà, elles ont été au-dessus. Il a été au-dessus, surtout Max Verstappen. Et maintenant, on est plus que jamais proche de son deuxième titre de champion qui devrait sans souci être décerné début octobre à Singapour ou au Japon. Alors Verstappen, plus conforté que jamais au classement pilote, avec 109 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez et sur Charles Leclerc. Verstappen, bien parti au départ, il a fermé la porte tout de suite à Charles Leclerc. Il n'a jamais laissé une miette à ses adversaires pendant le Grand Prix, ou du moins ceux qui ont pu croire qu'il aurait pu perdre le Grand Prix à un moment donné avec la relance de Lewis Hamilton, se sont trompés. La performance de Max, la bonne stratégie au niveau des pneus fait encore qu'une fois, Verstappen et son écurie ont été au-dessus du lot. Il y a eu un tout petit accroc, c'est le début de week-end, le vendredi après-midi, en début d'après-midi aux essais libres, où il a eu une panne dès le premier tour. Donc là, on s'est dit peut-être que ça serait le week-end galère pour Red Bull, mais ils n'ont jamais paniqué. Ils ont raison, ils ont une telle avance, ils ont une telle maîtrise des événements que en fait, ce petit pépin des essais libres 1 a été très vite gommé. Et pour souligner à quel point ils ont été au-dessus du lot, on se dit en regardant les qualifications qu'il y a eu seulement 21 centièmes d'écart entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Oui, la performance brute, elle est infime, mais Charles Leclerc était en pneu neuf, Max Verstappen était en pneu déjà rodé, déjà utilisé. C'est dire à quel point ils avaient de la marge. Ils ont certes joué avec le feu, mais quand on voit le rythme de course des Red Bull et des Ferrari, finalement, il n'y aurait déjà pas eu match le dimanche si jamais Charles Leclerc avait fait la pole. Voilà, une maîtrise des événements parfaite, un Max Verstappen et un Murray Red Bull ultra serein, et c'est ce qui est vraiment impressionnant cette saison, c'est ce calme et cette façon de vivre les événements de la meilleure des manières. Et il y a une phrase qui résume quand même dans l'équipe du jour l'ultra-domination de Red Bull. C'est notre saison la plus aboutie avec Red Bull, mais c'est normal parce que nous nous connaissons de mieux en mieux. Voilà, la saison la plus aboutie, ça veut quand même dire pas mal de choses. Bon, il y a eu certes avant Vettel, Weber avec une vraie domination, mais là, on a le droit à un récital Red Bull, vraiment. Justement, c'est une parfaite transition avec ce que j'allais dire. Le dernier championnat du monde constructeur qui est revenu à l'écurie Red Bull, c'était en 2013 pour le dernier championnat du monde gagné par Sébastien Vettel avec Red Bull. Donc, ça serait une belle revanche pour eux 9 ans après, et c'est largement mérité. Et on parle notamment aussi, j'en avais parlé dans l'épisode débrief et attente qu'on a fait à la fin du mois d'août, c'est Anna Schmitz qui est la stratège, et on l'a vu un peu hier sur les antennes de Canal+. Il y a vraiment une osmose, il y a vraiment un travail bien fait,
une grande concentration, mais aussi une grande confiance par rapport à des écuries rivales. On peut parler aussi de Ferrari. Donc, c'est vrai qu'on peut souligner ce travail. Est-ce que, à ton avis, ils en sont arrivés à un point où ils peuvent déjà penser à 2023 sans être inquiétés pour le reste de 2022? Le débat est assez compliqué, ta question est bonne, mais la réponse ne va pas être simple parce que on sait que la réglementation est partie pour plusieurs années. Est-ce que Red Bull peut améliorer une voiture déjà ultra performante? C'est une bonne question, j'en ai absolument pas la réponse. En revanche, est-ce qu'ils peuvent améliorer la deuxième voiture? Là, c'est peut-être une piste de réflexion, ce que je trouve, on y reviendra peut-être si tu as une question là-dessus, je trouve Sergio Pérez un peu en difficulté et nettement moins bon semaine après semaine. La réglementation est là, fait qu'on ne va pas pouvoir changer grand-chose avec ces budgets qui sont stoppés avec ce salary cap, ce budget cap. Donc, forcément que les équipes y pensent de régler encore une fois le marche-tournage qu'on voit de moins en moins. Il y a peut-être des questions encore de châssis ou l'aérodynamique. Le reste va être très, très difficile à bouger. Et puis, pour revenir au cas Max Verstappen, 30e victoire, il devrait, sans trop de problèmes, déjà dimanche prochain, égaler Nigel Mansell, puis Fernando Alonso avec 32 victoires. Le compteur va très, très vite vers le haut et je pense qu'il va arriver au top 5 plus rapide, de manière plus rapide qu'on ne le croit et devenir un des plus jeunes pilotes les plus titrés en termes de victoires de Grand Prix. C'est vrai qu'il entre tout doucement dans l'histoire. Justement, on a parlé très vite de Sergio Pérez. J'aurais pu le mettre dans mes flops puisque je trouve encore en deçà. Et bon, après, le Grand Prix de Belgique, il n'y avait pas grand-chose à faire, j'ai envie de te dire. Il partait en haut de la grille. Il s'est bien appliqué. Et je veux dire, depuis sa période un peu faste du mois de mai, on a un peu perdu le Sergio Pérez très motivé, qui veut gagner de plus en plus de victoires, qui veut même titiller son coéquipier au championnat. Là, on a perdu un peu Sergio Pérez, même en termes de performance, et c'est ce que tu soulignais il y a quelques minutes. Ouais, 5e seulement des qualifs, battu par une Mercedes que je trouve pas encore ultra performante en qualif, mais beaucoup plus en course, on y reviendra. Une course une nouvelle fois assez quelconque hier. Je ne sais pas, je n'arrive pas trop à expliquer ce déficit de performance de la part du Mexicain. Je ne sais pas, il y a toujours ce débat de la première et de la deuxième voiture. Est-ce qu'il y a vraiment un écart ultra important? Ça, personne n'est capable de le dire. Peut-être Franck Montagny nous le dira s'il va voir sous la voiture, mais il aura toujours les ingénieurs de Red Bull qui masqueront la voiture. Non, mais c'est le petit point négatif s'il fallait en trouver un. Red Bull, mais le reste, en faisant une colonne des plus et des moins ou des points verts et des points rouges, il n'y a quasiment que des points verts dans cette saison absolument extraordinaire de l'écurie autrichienne. On ouvre notre deuxième partie avec Mercedes, qui, selon moi, a été l'écurie qui a fait le plus vivre cette course, notamment avec Lewis Hamilton en tête, avec cette fin de course, cette relance de la safety car, après la safety car, avec un George Russell très motivé, encore très performant. Voilà, on a retrouvé une voiture plus ou moins performante, bien en deçà de la monoplace de Max Verstappen, mais qui est capable de dépasser une Red Bull en course, qui en qualification, c'est plutôt bien débrouillé. Voilà, donc qu'est-ce que tu retiens de la course de Mercedes et notamment de Lewis Hamilton qui a cru peut-être un moment gagner, tout simplement? Je ne suis pas trop d'accord avec le bien en deçà de la voiture de Verstappen. Je trouve que l'écart se réduit vraiment
de course en course. Je vois une voiture de plus en plus performante au fil des, En tout cas, elle est au pas. fil des semaines. Ouais, elle est encore en deçà, mais elle n'est pas non plus au fond du trou. Oui, ça Ouais, c'est. on parlait d'un écart quasiment d'une seconde, allez, pas loin d'une seconde au tour, voire un petit peu plus en début de saison. Là, on n'y est plus du tout. On est sur de l'ordre de 1, 2 ou 3 dixièmes, mais grand maximum. Là, on voit une voiture euh, qui a toujours finalement été plutôt plaquée au sol, mais dont les pilotes se plaignaient. On voit des pilotes qui ne se plaignent plus du tout. Elle est rapide. On a vu vraiment un rythme assez impressionnant de la part de Lewis Hamilton et de George Russell. Ça se concrétise seulement par une deuxième et une quatrième place. Alors, Hamilton, oui, compliqué. On l'a vu s'énerver à la radio, puis s'excuser après le Grand Prix et de calmer tout de suite les choses. Ça aussi, c'est un signe d'un nouvel Hamilton un petit peu plus calme et un petit peu plus déterminé. On sent qu'il n'est pas loin d'accrocher quelque chose de gros, mais il y tient. Il y tient à vraiment ne pas faire une saison sans l'emporter. Et de l'autre, j'ai encore envie de saluer George Russell qui signe le plus beau résultat de sa carrière avec cette deuxième place. C'est vraiment impressionnant là quand on voit la fameuse le fameux tableau du classement pilote avec ces lignes qui sont remplies semaine après semaine avec des deuxièmes, enfin une deuxième, des troisièmes places, des quatrièmes places. Il a été impressionnant en course. J'aime sa façon de faire, j'aime sa façon de maîtriser les choses lui aussi. Et il se montre une nouvelle fois très rapide. Et d'un point de vue comptable, il n'est qu'à 13 points de Charles Leclerc et Sergio Pérez. Qu'est-ce que Il peut ça aller chercher serait cette deuxième place, tu Ah penses? ouais, qu'est-ce que ça serait beau. Qu'est-ce que ça serait beau pour lui. Moi, peu importe si on est supporter Red Bull, si on est tifoso ou si on aime Alpine, voir George Russell déjà battre Lewis Hamilton serait une incroyable performance. Et puis, devancer, pourquoi pas, le pilote numéro 1 Ferrari, Charles Leclerc et Sergio Pérez. Mais qu'est-ce que ça serait fou après un début de saison compliqué pour la Mercedes. Mais bravo pour leur régularité et puis bravo George Russell parce qu'il fait une saison vraiment impressionnante. S'il y en a un à mettre derrière Max Verstappen, il bénéficie aussi de la grande qualité de l'écurie et du muret Mercedes, du professionnalisme Mercedes. Il faut utiliser ce mot parce qu'on va y revenir après. Mais quel talent ce George Russell. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de mentionner son dépassement sur Lewis Hamilton, qui a une valeur assez symbolique, je trouve. Voilà, un George Russell qui a prouvé largement qu'il avait sa place dans cette top écurie et qui est désormais, j'ai envie de dire, prêt à assumer l'héritage d'Hamilton chez Mercedes. Moi, c'est ce que j'ai retenu de ce dépassement. Et puis après, bon, il y a eu le petit décalage de Lewis Hamilton. Bon, j'ai eu peur d'ailleurs en On direct. n'était pas loin du strike. On n'était pas loin du Pas loin. spare ou du strike pour les spécialistes de bowling. On n'était pas loin quand même. Exactement, mais est-ce que tu perçois la même chose que moi avec ce côté symbolique, ce dépassement, en disant, bah voilà, moi c'est le futur, je suis prêt, il me manque peut-être une victoire à la clé pour vraiment prendre, comme j'ai dit, l'héritage d'Hamilton, mais en tout cas, voilà, c'est aussi l'une de ces thématiques de la saison. Chez Mercedes, on a un Hamilton qui vieillit de plus en plus, qui est toujours là, mais qui vieillit, et un Russell qui est prêt à prendre le cap. Ah ouais, puis moi je vois une progression linéaire, quoi. Être performant avec Williams, il l'a été, remplacé au pied levé Lewis Hamilton qui a eu le Covid à Bahreïn. Il a été performant, on lui a presque piqué une victoire. Être performant en tant que numéro 2 dès sa première saison dans une Mercedes qu'on espérait beaucoup plus performante. Il est rapide en course, il a fait sa première pole, il fait là sa première deuxième place. La progression, elle est linéaire, elle est magnifique. Il fait tout ce qu'il faut pour être un futur champion du monde. Et oui, comme tu dis, on prépare finalement cette transition vers l'arrêt de carrière de Lewis Hamilton qui ne sera pas immortel en F1 et George Russell qui sera fort logiquement dans cette équipe allez, quasiment britannique, le chouchou numéro 1 des Anglais et surtout le numéro 1 avec à ses côtés plus tard X, la personne, une autre personne, mais oui, George Russell est en train de faire
une carrière brillante et ce n'est que le début pour nous régaler. Clément, si je te dis Fratelli d'Italia, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ah ben c'est Monza, c'est la semaine prochaine, c'est l'Italie, mais c'est l'Italie qui pleure, c'est l'Italie qui grince, c'est l'Italie qui va commencer à perdre patience. Ça te va comme réponse? Ça me va très bien. On a encore vu une bêtise, une image assez pittoresque hier avec cet arrêt lunaire au stand, 12 secondes 7 de Carlos Sainz. Voilà, les mécaniciens qui n'avaient pas anticipé, semble-t-il, l'arrêt de l'Espagnol. Et puis, voilà, un manque de rythme, un manque de performance, même si en qualif, ça s'est plutôt bien passé et Leclerc avait disputé la pole à Verstappen. Encore une fois, hier en course, on a une écurie qui se ridiculise de plus en plus. Et j'ai envie de dire, c'est toujours la même chose depuis quelques semaines. Là, cette fois-ci, c'est un arrêt au stand complètement raté. Même Julien Febvre et Jacques Villeneuve, bon, plutôt Julien Febvre, qui est plus journaliste, qui est toujours impartial, là, a montré quand même une certaine exaspération. J'imagine que toi, c'est même plus que de l'exaspération. Ouais, moi, il m'a manqué quelque chose quand même hier dans le Grand Prix, c'était l'alerte enlèvement. Est-ce que quelqu'un a vu le pneu arrière gauche? On a eu les explications de Franck Montagny après la course où c'est un bloc de 4 pneus qui sont, dans une armoire à pneus, on peut dire ça, dans un chariot. Et elle était apparemment, selon certains médias anglais, sous une mauvaise couverture. Non, on a vu l'amateurisme de Ferrari et de son équipe. Je veux bien à un moment donné que l'erreur soit humaine. J'aime pas cette expression, je vais le dire très clairement. Quand on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erreurs, ce n'est plus une erreur humaine, c'est de l'incompétence. On va être très clair. Là, on doit faire face à une équipe pleine d'incompétents. Mais moi, j'ai envie de dire allô le board de Maranello, de Ferrari. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous décidez à un moment donné? Est-ce que vous voulez être ridicule jusqu'au 20 novembre, date de la fin de saison à Abu Dhabi? Il va falloir que les patrons et notamment la famille Elkann prennent des décisions. Comme l'a très bien dit Julien Febvre, arrêtez Mattia Binotto de dire que tout va bien dans cette écurie Ferrari. C'est faux. Voilà, ce sont ses mots et il a totalement raison puisque ils se sont encore rendus risibles, ridicules et pathétiques devant toute la planète F1. Et on sait à quel point la planète F1 est peuplée de beaucoup de fans. Voilà, on voit même en F2, quand on regarde, toi comme moi, les Grands Prix en samedi après-midi. Alors, il n'y a pas d'arrêt le samedi après-midi, mais il y en a le dimanche matin lors de la course principale. On ne voit pas de telles erreurs. Moi, je ne sais plus quoi dire. Honnêtement, je ne sais plus quoi dire avec toute l'électronique, avec tous les moyens qui sont mis en œuvre pour préparer un arrêt au stand, voir un tel oubli, c'est terrible. Et puis, on regarde, voilà, il y a le pistolet qui est laissé à gauche qui aurait pu crever très clairement le pneu de Sergio Pérez. Et puis, il n'y a personne qui a l'air de s'affoler. Il manque un pneu, ça ne choque absolument personne. C'est dommage. Et on va peut-être reparler de la course maintenant que le plaidoyer contre Ferrari est fait. Moi, ce que je trouve terrible, en fait, pour revenir un peu plus sur le plan sportif, c'est qu'on parle toujours des erreurs, des conneries de chez Ferrari dans les stands, etc., etc. Mais moi, ce qui me tracasse un peu, c'est que Mattia Binotto ne parle même plus de l'aspect sportif. C'est qu'il n'y a plus réellement d'objectif. L'avance de Verstappen est tellement éloignée, c'est tellement à des années-lumière que chez Ferrari, on ne parle même plus d'objectifs. Est-ce qu'une deuxième place constructeur? Est-ce qu'ils ont réellement envie de pousser Charles Leclerc pour qu'il aille Enfin voilà, on ne parle plus de sportifs, on parle plus d'extra sportifs ou d'erreurs dans les stands des mécaniciens. Moi, c'est ce qui me perturbe le plus. Toi, où tu en es dans ça? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il vise la deuxième place? Est-ce que c'est trop, justement, face à Mercedes qui revient de plus en plus fort? Est-ce qu'il faut même abandonner cette deuxième place?
puisque on sent même des pilotes qui ne savent plus où ils en sont trop. Carlos Sainz qui essaie de défendre son écurie coûte que coûte, mais bon, finalement, ça commence à être ridicule également. Charles Leclerc, lui, il a complètement lâché au niveau mental, ça se sent, ça se voit. Voilà, sportivement parlant, où en est Ferrari? Nulle part. On ne sait pas où ils vont. Tu as totalement raison là-dessus. Il n'y a pas d'objectif. Est-ce que Ferrari doit terminer deuxième au classement constructeur? Oui. Oui, quand tu as une telle avance, je crois, j'avais fait le calcul la semaine dernière, où il y a 15 jours, soit 70 ou 80 points, c'est-à-dire que ça correspond à 2 grands prix d'avance. Et ben là, ils en ont plus qu'un, puisque Mercedes, ce week-end, a marqué 30 points. Il y a 30 points d'écart, donc il suffit d'un double abandon chez Ferrari. On sait que la fiabilité, bon, on l'a vu ces derniers temps, ça a l'air de mieux aller, mais on n'est pas à l'abri d'un zéro pointé, et donc de Mercedes qui reprend l'avantage. C'est une situation insensée quand on repense au Canada, à l'Azerbaïdjan, où finalement, pas l'Azerbaïdjan, mais un petit peu après, à quel point Ferrari était nettement au-dessus. Après, pour reparler du même au début de sportif, saison. oui, ou du début de saison, du sportif, on voit un Charles Leclerc qui arrache une 3e place. On est obligé d'utiliser ce mot, à l'arrache. Ils n'avaient aucun rythme en course, c'est terrible. Alors, la voiture est excellente en qualification, on le voit, hein, ils sont quand même là, ils sont au rendez-vous. On a vu notamment lors du tour qualif de Charles Leclerc une super voiture collée au sol, qui prenait bien les courbes, qui ne sous-virait pas, qui ne survirait pas, qui était parfaite dans le banking, dans le banking de fin, dans l'autre banking du virage 3, mais en course, ils sont inexistants. Ils sont inexistants, et en plus, voilà, Carlos Sainz envoyé un peu au casse-pipe, le souci des 12 secondes qu'il fait passer, eh bien, de la 3e à la 6e place, le unsafe release dans les stands à un moment un petit peu compliqué, bah, ils se sont gourés, ils doivent fauter. C'est fou de voir que on ne sait pas où va Ferrari, et moi je suis désolé, hein, ils ne peuvent plus viser une victoire d'ici la fin. Ils n'ont pas de rythme, même sur ce circuit de Zandvoort avec ces courbes qui auraient un peu lentes, qui auraient pu bénéficier à Ferrari. Ils sont à des années-lumière. Alors j'ai très peur pour Monza la semaine prochaine qu'on ne débriefera pas malheureusement, mais j'ai très peur qu'ils prennent une dérouillée, et sans safety car. Ils ont moyen de terminer à 30 ou 35 secondes, ce qui serait absolument désolant. En sachant bien que Monza dispose de lignes droites assez longues et ce n'est pas le type de tracé favorable à Ferrari. Justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'une victoire à Monza réussirait-elle à effacer, entre guillemets, les erreurs et tout ce qui se passe autour de Ferrari depuis quelques semaines? Mais la victoire, elle est impossible, Prenons en compte quand même s'il y a une victoire. sauf abandon de Max Verstappen, voire de Sergio Pérez, qui peut être lui au-dessus des Ferrari. À la limite, qu'ils aillent mettre un cierge au Duomo, sur la piazza, la grande place de Milan. Je crois que c'est la seule solution aujourd'hui pour avoir une victoire. Mais bon, on se souvient de l'an dernier, il me semble qu'il n'y en a aucune voiture à l'arrivée. Il me semble que ces 2 abandons l'an dernier, il faut déjà mettre une voiture sur le podium. Ça devient indispensable, et je sais que les tifosi sauront faire part de leur mécontentement si jamais il n'y a pas de podium. Là, on peut avoir des sifflets, alors qui ne seront pas forcément à l'encontre de Lewis Hamilton, de Max Verstappen, mais qui seront à l'encontre des dirigeants Ferrari. Le grand drapeau Ferrari qui ne sera peut-être pas de sortie, on ne le sait jamais, parce que ça peut gronder vite en Italie et à Monza. Ouais. Je te propose de passer à nos tops et nos flops. Donc, nous avons évoqué déjà George Russell dans la partie Mercedes. Toi, tu as mis Fernando Alonso dans tes tops. Je te laisse introduire. Oui. Eh bien, plus 7 places déjà entre la qualification et 13e, et cette 6e place grâce aux 5 secondes de pénalité infligées à Carlos Sainz. Mais il a fait le show. J'ai bien aimé. Il a une voiture qui est performante. On le sait. On le sait aussi, les problèmes nombreux qu'ils ont eus, mais j'ai beaucoup aimé sa
sa prestation d'ensemble, tout comme celle d'Esteban Ocon, qui ont été de qualité. Les Alpines sont là sur un Grand Prix qui pourtant n'est peut-être pas à leur avantage, mais ils ont fait le boulot et cette fois-ci, ils assurent presque la quatrième place au classement championnat. Il y a 24 points d'écart entre Alpine et McLaren. Je pense que ça ne devrait plus bouger parce que de toute façon, McLaren n'a plus qu'une voiture, donc il faudrait que Lando Norris fasse des quatrième, cinquième ou sixième places à longueur de week-end pour rattraper Alpine. Voilà, une grosse performance. Je les attends très haut à Monza et pourquoi pas venir même titiller les Mercedes parce qu'on sait que les Alpines ont un très très bon moteur. À eux de performer, de ne pas avoir de soucis. On sait que c'est le samedi encore où ça coince un peu. Je sais, il faut que je retrouve, mais c'est vrai que oui, on voit Esteban Ocon et Alonso qui n'étaient pas en Q3. Et ça, c'est un vrai problème à gérer pour l'écurie de Laurent Rossi. Il faut qu'ils gèrent mieux leur samedi puisque tu ne pourras pas faire des remontées tous les week-ends comme ça. Il faut viser des Q3. On sait à quel point même une 8e ou 9e place plutôt que de partir 11e ou 12e, c'est important dans la dégradation des pneus, dans le fait de surchauffer aussi. Donc, ils se doivent de faire au moins 6e, voire 5e dans une semaine à Monza. Là, je pense que c'était uniquement à Zandvoort, mais ils sont souvent en Q3, les Alpines. Depuis le mois de juillet, août, là, ils ne sont pas rarement en dessous de la Q3. Juste par rapport très vite sur Esteban Ocon, je ne sais pas si tu as vu les interviews d'après-course, il avait l'air un peu marqué, un peu contrarié. Est-ce que tu penses que c'est par rapport au fait que Fernando Alonso il finit devant lui? Est-ce que tu penses que c'est par rapport à tout ce qui se dit sur le deuxième baquet Alpine? Voilà, je voulais juste te poser cette question. Ouais, un peu de tout. On sait que c'est un compétiteur et que quand il voit Fernando Alonso marquer 8 points et lui que 2, ça le touche forcément. Il n'y a plus que 7 points d'écart entre les deux et on sait à quel point, même si Alonso s'en va dans quelques semaines de cette écurie alpine, c'est important pour Esteban Ocon de prouver qu'il est le pilote le plus performant ou le plus régulier. Donc oui, finir à 3 secondes, même si bon, il y a eu la safety car, on sait que c'est un mauvais perdant, mais voilà, le compétiteur qu'il est doit finir devant son coéquipier et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une touche d'énervement, mais à Monza, sans problème, il pourra peut-être prendre sa petite revanche sur l'Espagnol. Avant de conclure sur la FIA, très vite, ton flop AlphaTauri, une scène un peu rocambolesque avec Yuki Tsunoda qui se fait réattacher puisqu'il oui. Oui, il y avait un concours de celui qui était le plus ridicule dans les stands. On n'avait pas trop de spectacles en piste, on en a eu dans les stands. On va pas trop faire la fine bouche, mais c'est comme ça. L'arrêt en pleine piste de Yuki Tsunoda, une soi-disant roue mal fixée, puis non, finalement c'était bien fixé, puis Yuki Tsunoda qui allait sortir de sa voiture, qui avait détaché les sangles. Il a donc roulé un tour à je ne sais pas combien de kilomètres heure sans sangle et un arrêt d'une quarantaine de secondes. Voilà, c'était cocasse, comme tu dis, mais ça aussi, ce n'est pas très, très professionnel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y aura sûrement des comptes à régler parce qu'on sait que la maison mère, les Red Bull n'aiment absolument pas voir passer pour des pitres. Là, ils l'ont été et c'est pour ça qu'ils méritent le titre de flop avec en plus Pierre Gasly qui n'est pas dans les points 11e. Donc, AlphaTauri, 8e force au classement constructeur, mérite ce titre de flop pour Zandvoort. Alors, tu as mis la FIA. J'imagine que c'est par rapport à la longueur de leur décision, parce qu'ils ont mis du temps
à enclencher la safety car, avec notamment pendant 1 minute ou deux la virtuelle safety car, alors qu'on avait Valtteri Bottas en plein milieu de la piste, enfin pas en plein milieu de la piste, mais vraiment sur la piste, et donc qui pouvait occasionner un danger. À ce moment-là, en plus, Carlos Sainz dépassait Esteban Voilà. Ocon. Donc voilà, je te laisse parler de la direction de course. Oui, c'est ça. Bon, la FIA, c'est vrai que c'est les commissaires, les stewards, c'est un petit peu opaque, on va dire, de qui prend la décision. Mais oui, juste après la ligne de départ arrivée, Valtteri Bottas s'est stationné. Là, l'emplacement est très dangereux. Le drapeau, la safety car doit sortir très vite. Peut-être pas le drapeau rouge, mais en tout cas la safety car. On tergiverse. Le drapeau jaune est sorti très tard aussi, alors que Esteban Ocon et Carlos Sainz arrivaient, ou Fernando Alonso, je ne sais plus, mais ce n'est pas possible de prendre des décisions comme ça, même pour Yuki Tsunoda, qui n'était pas forcément dans un emplacement ultra safe. Voilà, on ressort encore cette bouillie de virtual safety car, et cette fois-ci, on a eu l'énervement de Lewis Hamilton à la radio. On s'est fait entuber parce que l'écart a augmenté, baissé. Voilà, c'est plus possible de prendre des décisions comme ça. Mettez la safety car, surtout qu'on sait que c'est une F1 un peu spectaculaire, où on veut du show, où on veut un petit peu plus de suspense. On n'en avait pas dans ce Grand Prix. On sait que c'est dirigé par les Américains qui ont ce besoin de spectacle à l'américaine. Et ben, sortez une safety car et relancez ça. Eh bien, voilà, ça remet tout le monde à zéro, certes, c'est pas sympa pour la tête de course, mais ce sont des faits de course. Sortez la safety car, arrêtez avec cette virtual safety car qui ne mène à rien, qui est une espèce de tergiversation, parce que de toute façon, s'il y a une virtual safety car, il y aura des voitures sur toute la piste. Donc, pour garer ou pour ranger une voiture en panne, eh ben, ça ne sera pas possible. Safety car, prenez les décisions tout de suite. On a vu que tergiverser dans les années passées, ça n'a pas mené à des décisions très bonnes. Il faut à un moment taper du poing sur la table, mettre la safety car. Il y a des questions de sécurité, et ce qui est le plus important. Et ensuite, sur le cours, de mettre un petit peu de piment. Et là, on n'a pas eu de piment du tout. Enfin, il y en a eu à la fin, heureusement, mais merci Valtteri Bottas et sa panne d'Alfa Romeo, mais avant, il n'y en a pas eu du tout. D'autant plus que ce sont des questions de sécurité. Et j'ai envie de dire, heureusement que ça s'est passé à cet endroit, parce que bon, c'était la ligne droite, là où le départ a lieu. C'est pas l'endroit de la piste où c'est le plus étroit, mais Zandvoort, c'est une piste assez étroite, je trouve, à certains endroits. Donc, oui, ça aurait pu arriver à un endroit de la piste. Large. C'est une des pistes les moins larges du circuit, et on s'imagine que Carlos Sainz aurait pu partir sur l'intérieur, et là, on aurait pu avoir un immense accident. Donc c'est très dangereux, alors que tout de suite, si vous affichez SC Safety Car sur les écrans de la piste, il y a un freinage immédiat de la part de tous les pilotes. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu énervant, et on a vu, pour ceux qui étaient sur Canal+, on a vu Jacques Villeneuve s'énerver là-dessus, et il avait totalement… Enfin, je le rejoins plutôt qu'il me rejoint, mais il a raison de s'énerver. Tout à fait. Bien, merci Clément pour ce débrief du Grand Prix des Pays-Bas. Alors, comme tu l'as plus ou moins dit à un moment donné, on ne pourra pas débriefer le Grand Prix de Monza, puisque nous serons tous deux normalement à l'étranger. En congé, voilà. En congé, voilà, question de planning. On reviendra pour le Grand Prix de Singapour avec plaisir, mais on sera présent sur notre réseau social, sur notre chaîne Twitter Retour au Stand. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on suivra quand même le Grand Prix de très loin. Merci beaucoup Clément. Il va falloir se lever, il va falloir se lever ou tenir pour les prochains Grands Prix, puisque bon, Singapour, c'est en journée. Pour nous, je crois que c'est à 14h ou à 15h. Le Japon, c'est le matin, et après, on part sur l'enchaînement, le fameux enchaînement Amérique, Mexique, Brésil, où ça sera par contre en revanche en fin d'après-midi, même en début de soirée, voilà, autour d'une bonne pizza ou d'un bon tacos pour ceux qui sont spécialistes du Mexique, mais c'est des grands prix sympas à vivre aussi en début de soirée, en prime time, comme on aime dire en Europe. Exactement. Bien Clément, bonne soirée, et puis ciao, on se retrouve très vite. À bientôt, ciao.